C'est la bonne position? Très bien. Voilà. Et c'est quoi ton slogan sur ce t-shirt? Une femme forte en soulève des milliers d'autres. Allez, ça marche. Alors, 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue dans le SOS Podcast. Cet été est un peu particulier puisque nous célébrons ensemble la première année du SOS Podcast. Pour marquer cet anniversaire, j'ai eu envie de vous faire vivre un été rempli de rencontres, de découvertes et d'inspiration. Tout au long de ces 2 mois, juillet et août 2026, retrouvez une nouvelle interview chaque semaine. Oui, vous avez bien entendu, chaque semaine. À travers cette série spéciale, je vous emmène à la rencontre de femmes créatrices, passionnées, audacieuses, talentueuses, réunies au sein d'un même collectif, Upcycling Connection, qui fait rayonner la création, mais surtout l'upcycling. Évidemment, messieurs, c'est un appel à la candidature. Chaque épisode vous permettra de découvrir un univers, une histoire, une vision, et peut-être même de faire de belles rencontres. Et ce n'est pas tout. Cette série nous conduira progressivement vers un événement unique et incontournable de la rentrée, la Fashion Week, la Upco Fashion Week, organisée à Montpellier par ce collectif où plusieurs de ses créatrices présenteront leur travail. Évidemment, on en parle un petit peu plus dans l'interview, aussi restez connectés. Toutes les informations par rapport à la programmation de cet événement est disponible en barre d'infos. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par la rencontre du jour. Nouvelle rencontre dans notre série Upcycling Connection. Aujourd'hui, je te présente une créatrice dont le nom donne déjà le ton, quelque chose de doux, de sincère, de vivant, Cœur de Pomme créative. Marion crée avec intention. Chez Cœur de Pomme, mode durable et engagement ne font qu'un. Porter une création de Marion, c'est afficher ses valeurs avec style. Derrière chaque pièce de Cœur de Pomme, il y a un message. Sérigraphié à la main sur des tissus upcyclés pour l'égalité, le féminisme, l'empowerment et l'amour de soi. Marion ancre Upcycling Connection dans l'ici et le maintenant, car elle rappelle que créer de façon responsable, c'est aussi prendre position sur le monde dans lequel on vit. Comme ses compagnes du collectif Upcycling Connection, elle participera à la prochaine Upco Fashion Week qui aura lieu fin de cet été à Montpellier. C'est le rendez-vous pour découvrir ces femmes talentueuses et créatrices qui réinventent la mode et le design et qui prouvent que le futur, c'est maintenant. Je te laisse donc découvrir l'interview de Marion. Bonjour Marion. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. Merci. J'aimerais qu'on commence directement cette interview avec ce qu'on appelle un portrait chinois. Donc j'ai une dizaine de questions, je vais t'en poser 3. L'idée c'est que tu répondes spontanément et le plus rapidement que tu le puis, bien entendu. Et la première question que j'ai envie de te poser, si ton parcours était une musique, ce serait laquelle? Ou un type de musique éventuellement? Oh, c'est extrêmement difficile, je ne saurais pas le dire parce que j'écoute tellement de musiques différentes. Ok, mais si ton parcours était une musique? Peut-être, je dirais ce que j'écoutais juste avant d'arriver, qui est un titre qui s'appelle Reinas sin Coronas. Ok, et donc c'est plutôt... C'est plutôt lumineux, c'est plutôt... solaire, on a envie de ça bouge beaucoup, exactement, ça bouge. Ok. Ouais. Ok, ça marche. Si ton atelier était un endroit dans le monde, ce serait lequel? Je l'imaginerais bien dans une zone plutôt comme l'Amazonie, peut-être. Ok, Ouais. ça marche. Je crois que ça me plairait bien. Ok, en plein cœur de la forêt, Oui. perdu au milieu de la végétation. Un peu haut quand même parce que j'aime la lumière, donc Ok. il faudrait s'élever un peu. Ok. Mais ouais, je pense que ça me correspondrait vraiment. Ouais. Ça marche. Et enfin, allez, je l'ai posé aussi à Letty, l'interview que vous avez d'ores et déjà sur la chaîne. Si ton travail avait une odeur, ce serait laquelle? Probablement le monoï ou la fleur de tiare. Incroyable. On adore cette sens. Alors, on enregistre cette interview, on est au mois de mai, donc l'été s'en vient Oui. progressivement et c'est vraiment ce qui me fait penser à l'été. Donc, Ouais, une fois de plus, exactement. très solaire. Oui, je pense que c'est ça. C'est la lumière, le soleil. Cette période vraiment, pour moi, merveilleuse, qui est vraiment cette fin de printemps, début d'été. Ouais. Je l'adore, vraiment. On est deux, très bien.
J'ai à chaque fois nommé ces blocs-là. Le premier, je l'ai nommé Histoire et origine. Et la première question, évidemment, est assez simple et assez évidente. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours qui t'a emmené vers l'upcycling en quelques mots? En quelques mots. C'est souvent le plus dur pour moi d'aller en quelques mots. Allez, on Bon, va je pense que commencer l'idée directement pour cette moi, interview avec du coup elle les était que je différents savais faire blocs. quelque On en chose, a, enfin, j'en qui ai était découpé. la L'interview est couture, le découpée en textile. 4 temps Cette différents. matière-là, elle me parlait, assez créative. Mais peu de place à la créativité dans ma vie professionnelle. Et donc, avec ce que je savais faire, il y avait aussi ce que j'avais envie de dire, je pense. Et le projet, en fait, Cœur de Pomme, c'est une création engagée en tissu upcyclé. C'est comme ça que je présente la marque et l'entreprise que j'ai créée. C'était allier mon savoir-faire pour pouvoir amener le message, en fait, ce dont j'avais envie de parler et le sujet dont j'avais envie de sensibiliser les gens, en tous les cas, là-dessus. Et puis, en fait, j'en faisais énormément de l'upcycling, du surcyclage, depuis longtemps. Et ça m'a semblé un peu une évidence. Ok. Et si on essaie voilà, de ramener les auditeurs et les viewers du coup un peu dans ton parcours, quel a été le moment clé qui t'a amené justement à créer Cœur de Pomme? Oh, je pense que c'est un moment lié à ma vie personnelle et à mon évolution il y a quelques années. Je pense que c'était la recherche de sens. Ouais, le besoin de faire, je pense, coïncider en tous les cas, créer une harmonie entre ma vie personnelle et mes envies professionnelles. Je pense que c'est ça. Et du coup, je continue avec cette autre question qui, je pense, va être intéressante pour un peu mieux te comprendre et comprendre ton univers et d'où justement tu viens. Avant la création de Cœur de Pomme, à quoi ressemblait ta vie professionnelle? Oh, elle était faite de beaucoup de frustration, un métier avec beaucoup d'organisation, beaucoup de gestion, d'urgence, anticipation, un cadre très important. Et quel était ton métier? Je travaillais sur de l'organisation, on va dire, d'événements, organisation d'examens et concours, par exemple. J'ai fait ça une quinzaine d'années. C'est pas ce à quoi je me destinais quand j'ai étudié. Donc voilà, c'était ces métiers-là. Il y avait une grande partie administrative. Quand je parle de cadre, qui me correspond moins, je pense. Mais ça, je l'ai appris avec le temps et en grandissant ces dernières années. Et puis, je suis passée par de burn-out en milieu professionnel, certainement lié aussi à mon parcours personnel. Mais du coup, c'était un peu essentiel pour moi que je revoie totalement ma copie professionnelle. Ok, donc c'est ce moment clé, ce moment charnière de ta vie professionnelle qui t'a emmené en fait à vouloir devenir entrepreneur et finalement créer Cœur de Pomme, c'est ça? Ou c'est une succession? Entrepreneuse, j'y tiens. Entrepreneuse ou entrepreneur, Exactement. Oui, je pense que c'est ça. Après, c'est une idée que j'avais en tête depuis longtemps. C'était un peu un rêve, mais je me suis dit qu'il fallait rêver grand aussi. Et donc, ce que j'ai fait en créant cette marque et en créant cette entreprise, mais ça a maturé pendant vraiment les dernières années où j'étais dans ce milieu professionnel, où j'étais vraiment en mal-être, clairement. Ça a occupé aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup mes pensées. Donc, je l'ai pensé énormément d'années avant de vraiment commencer à mettre les premières pierres. Oui, vraiment. J'aimerais te poser la deuxième question de cette deuxième partie de ce bloc 1, qui est la suivante. Je pense que ça va te parler, compte tenu de ce que tu nous partageais, voilà, le besoin de t'explorer différemment, le besoin d'avoir une vie professionnelle qui soit autre que celle que tu avais d'ores et déjà du coup vécue. Est-ce que tu as toujours su que tu avais un profil atypique, ou est-ce que tu as mis du temps à l'assumer au fur et à mesure des années? Non, c'est quelque chose de très récent, je dirais depuis 2-3 années. Mais j'ai eu des grandes ruptures en termes de santé mentale, par exemple. Je l'évoquais, du burn-out, qui m'ont vraiment fait vraiment aller très, très profondément dans la dépression. Et donc, il y a un moment où il faut remonter, il faut faire des grands changements. Et ça, c'est évident. Et donc, oui, je ne sais pas si c'est assumer, en fait. Le terme me gêne un peu. Mais c'est peut-être plus accepter, en fait. Et arriver sur ces ruines-là, on va dire, mais il y a toujours des belles choses, de ces ruines-là, à arriver à reconstruire quelque chose, en fait. Et c'est pas partir de zéro,
mais il reste pas grand-chose et il faut reconstruire. Je le décrirais comme ça sur cette période-là. Et donc le projet professionnel en faisait intégralement partie, c'était essentiel pour moi. J'ai une sensation d'étouffement en fait dans vraiment cette vie professionnelle auquel j'ai pas totalement renoncé. Hein. Je vais reprendre cette activité-là en complément de celle que j'ai aujourd'hui, mais il faut l'aborder tout à fait différemment. Et après ça demande beaucoup de travail. Et c'est ce que j'ai entrepris après ça. Descendu très bas, c'est un vrai travail. Donc finalement, ça a été quoi le moment charnière? Parce que pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, certainement qu'ils risquent de retrouver dans ce que tu vas évoquer tiens, ça me fait penser à moi, ça me fait penser à mon parcours. Mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, tiens, tout de même, je ne pense pas comme la plupart, je peux peut-être avoir un profil atypique ou un profil hors du commun? C'est quoi qui t'a emmené à réfléchir de cette façon vis-à-vis de toi-même? Oui, alors ça, c'est venu un peu après cette chute. Je pense que je l'ai réalisée en partie, et là ça va être très personnel ce que je vais dire, mais en regardant en fait mon propre enfant et en faisant un parcours pour elle aussi, pour l'accompagner. Et je pense qu'il y a des choses qui ont... qui ont je sais pas comment dire, ça m'a explosé au visage. Et j'avais toujours cette sensation d'être totalement à part, d'être à contre-courant, d'être très seule. Mais je pense que c'est en commençant ce parcours-là pour une de mes filles et en étant face à des gens aussi, comme moi et d'autres enfants, et une forme de miroir. Je pense que c'est ce qui m'ont permis de voir si ça a été mon miroir en fait. Et ce miroir-là, il avait commencé à apparaître un peu quand j'ai commencé la thérapie. La thérapie, les séances avec une psychologue, ont commencé quand même à me donner ce miroir-là et à me donner les clés de me dire, ok, effectivement, c'est pas que j'ai un problème, c'est pas que je suis différente et que c'est moi qui ai un problème. Il y a déjà plein de gens comme moi, et donc ça déjà, ça aide énormément. Il y a mon enfant, donc il va falloir se prendre par la main là, et ensuite, ouais, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il faut faire du changement, quoi. Il faut s'aimer, il faut faire autrement, en fait. C'est pas que c'est souvent le cas pour les personnes que j'interviewe, mais en tout cas dans ma vie personnelle et professionnelle, c'est ce que je remarque. Soit c'est quelque chose qui est intime et qui est présent depuis très très longtemps, ce sentiment d'être à part, d'être hors norme, d'être à côté d'eux aussi, hein, malheureusement. Ou alors, voilà, la vie a fait qu'on a dû correspondre à ce qu'on attendait de nous plus ou moins, et parce qu'il y a un ami, parce qu'il y a un proche, parce qu'il y a un enfant qui a de difficultés et qu'on arrive à prendre en main rapidement. Et au moment du diagnostic, en tout cas au moment de l'approche médicale, on se dit mais c'est fou parce qu'on dit de cette personne ceci, mais ça me ressemble. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a aussi une autre façon d'approcher le profil atypique. On va passer au bloc numéro 2 qui s'appelle création et signature. Voilà, on va parler un petit peu plus de l'upcycling et de ton univers avec la première question. Qu'est-ce que l'upcycling représente pour toi aujourd'hui ? Oh, il représente beaucoup de choses. Je pense qu'il représente une moitié de cœur de pomme. Une autre moitié, peut-être on en parlera après. Il nécessite pour moi vraiment un travail de recherche permanent en fait. Je pense que c'est ça, oui. C'est ce qui représente pour moi aujourd'hui l'upcycling. Et c'est extrêmement stimulant en fait parce que quand je parle de travail de recherche, en fait, c'est vraiment de se poser des questions, de chercher des solutions, de découvrir des nouvelles choses, de creuser des sujets. Comme lesquels par exemple ? Toujours plus loin. Par exemple, j'ai un projet, parmi la collection que je vais sortir là, j'ai un projet de t-shirt. Et donc, ça m'a demandé énormément de recherche sur la matière, sur comment on faisait un t-shirt, sur les différentes étapes de production, etc. En fait, j'avais une idée de toutes ces choses-là, mais en fait, plus j'ai creusé et plus j'ai trouvé des choses. Quoi comme chose ? Par exemple, sur la question des matières, en fait, je pense que, par exemple, quand on parle d'upcycling, donc de surcyclage, on va être vraiment sur quelque chose, on s'imagine, en tout cas dans le textile, hein, qui est principalement mon domaine, pour cœur de pomme, c'est vraiment, on se dit, on a un jean et on le transforme en short.
c'est de l'upcycling, on surcycle. On avait premier objet et on va le transformer, donner une deuxième vie, voilà. Mais en fait, moi, par exemple, je voulais créer un t-shirt et là, c'est beaucoup plus compliqué sur la recherche de matière, en fait. C'est pas quelque chose, c'est pas un jean comme ça qu'on a et qui traîne et donc il faut aller chercher des rouleaux de tissu. Mais comment on fait du surcyclage et de l'upcycling avec des rouleaux de tissu qui ont, quoi qu'il arrive, été produits, on le sait, dans un pays étranger, probablement l'Asie, qui a été coton, matière végétale, qui a été cultivé forcément dans ces zones-là. Et donc ça interroge beaucoup. Comment on fait différemment en fait? Comment on fait différemment qu'un produit de consommation, ultra fast fashion par exemple? Comment on inscrit le surcyclage et l'upcycling? Et donc j'ai fait énormément de recherches pour chercher cette matière-là, où la trouver, sa qualité, etc. Et j'ai découvert aussi dans cette chaîne de production que je connaissais des étapes que j'avais énormément négligées sur la transformation, sur le traitement des fibres, sur la décoloration des fibres, etc. Et donc, en fait, c'est à ça que je fais référence. Ok, donc l'upcycling représente pour toi une opportunité de mieux connaître les matières et de rentrer en forme de recherche finalement. Oui, je pense que, en fait, moi, j'aime apprendre, j'aime découvrir, c'est dans mon profil. J'ai besoin d'être stimulée tout le temps, je m'intéresse à plein de sujets, je vais souvent en plein de directions du coup, mais et donc chercher, apprendre, c'est quelque chose qui me stimule énormément. Et donc je pense que ça m'apporte ça, l'upcycling, oui, bien sûr. Et sur cette recherche de matière, c'est exactement ce qui s'est passé. Ok, c'est intéressant parce que... Ça m'a challengée. Et j'aime oui, être j'imagine. challengée. C'était un vrai défi pour moi et j'aime ça, le défi. J'aime me pousser, en fait, sur ces sujets-là. Bah justement, on va continuer sur une question qui peut être challengeante. En tout cas, jusqu'à présent, sur la chaîne, quasiment tous les membres du collectif qui ont fait cette interview ont été un peu challengés avec cette question. Donc, je vais te la poser. Comment est-ce que tu décrirais ton univers créatif? Oh, Sacré challenge. C'est un challenge. On va rester vraiment les pieds sur terre, quelque chose d'un peu concret. Je pense que on l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est lumineux, c'est coloré. Vraiment, je le vois comme ça, donc je vais aller faire concrètement une recherche de matière, je vais aller dans les couleurs. Je peux aller sur du blanc, du noir, et ce sont des couleurs aussi, mais je vais aller chercher quelque chose qui va être du rouge, du vert, du violet, du jaune, du bleu, du orange. J'ai envie que visuellement ça se voit en fait. Et je pense que c'est lié probablement au fait que mon univers créatif, il est une affirmation de choses aussi. C'est l'idée de passer un message. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a l'upcycling qui est une première partie, une première moitié, et il y a le message et le sujet auquel j'ai envie de sensibiliser. Et donc, pour ça, c'est vraiment... on parle de quel sujet, par exemple? Un design avec un slogan, une phrase, quelque chose d'impactant, une affirmation, et c'est ce que je vais aller poser sur un t-shirt, par exemple. Donc, c'est quoi ton message, justement? Alors, moi, mes messages, ils vont être vraiment sur affirmation de soi, autour de la question de l'égalité, aux questions de féminisme, aux questions d'empowerment, etc. Donc ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de porter. Et quand j'ai créé la marque, quand je parlais tout à l'heure j'ai allié ce que je savais faire, donc l'upcycling, la couture, et ce dont j'avais envie de parler, et le message, et le sujet auquel j'avais envie de sensibiliser les gens, c'était ce sujet-là, en fait. Donc pour moi, mon univers créatif, il est très coloré, il est très visuel. Il y a une forme d'affirmation dans la couleur, évidemment, mais il y a aussi dans le message. Et ensuite, j'ai envie d'objets, de choses qui parlent, qui ont du sens. Et ça peut être un message de revenir à l'essentiel, ça peut être un message d'assumer totalement ce qu'on est, ça peut être un message de sororité, c'est des valeurs qui me parlent énormément, donc j'ai envie aussi de le transmettre. Voilà, c'est ça mon univers créatif. Ok. Donc on est sur de la couleur qui porte un sens et qui transmet un message du fait de la couleur, mais aussi par les affirmations que tu évoques. Par exemple, tu peux nous pour cette, voilà, je pense à celles et ceux qui vont nous écouter et non pas forcément voir la vidéo, parce que je ferai certainement des incrustations de tes productions pour imaginer un petit peu plus ce que tu viens de proposer. Est-ce que tu arriverais, ou est-ce que tu peux nous emmener dans ton univers en nous décrivant par exemple l'une de tes récentes créations pour essayer de comprendre en fait uniquement verbalement ton univers? Une de tes productions? Il y en a pas mal, mais on va parler de la toute dernière qui s'appelle la Capote.
Donc je le fais, c'est CUP apostrophe OTE. Donc c'est une capote de verre, je sais pas si tu as déjà vu ça, ça se trouve un peu maintenant, on commence. Donc je la fais en textile upcyclé et en gros, j'ai un chouchou. Très concrètement, c'est un chouchou. Et ce chouchou-là, il est zippé, c'est-à-dire qu'il a une fermeture. À l'intérieur, il est creux. Donc, tu peux mettre des choses dans ce chouchou. Donc, ça, c'est quelque chose que j'avais créé déjà dans mon univers. Par exemple, moi, j'utilise énormément, je mets mes clés. Je suis quelqu'un qui court, j'ai besoin de ça. Ça fait partie aussi de mes essentiels. Voilà, je suis très sportive. Et donc, par exemple, quand je cours, je mets juste les clés dans le chouchou et je l'accroche. Et donc, pour te figurer cet objet, mais on peut y mettre ceux qui ont ces créations-là, elles y mettent de la monnaie, elles y mettent un stick anti-moustique ou un stick à lèvres. Enfin, bref, on peut y mettre plein de petits objets. Ma fille, elle y met toutes ces petites miniatures. C'est une poche cachée, c'est un poche secret. Et ce que tu peux faire, en fait, tu peux y mettre cette fameuse capote à verre, qui est en fait quelque chose qui se met sur le dessus du verre. D'accord. Il y a un petit trou au centre où tu mets la paille. Et en fait, quand tu as ton chouchou, tu sors cet objet-là que tu mets sur le dessus de ton verre ou tu le re-ranges si tu n'en as pas besoin. Et donc voilà. Bon, ça, c'est un objet, je pense, qui est assez symbolique de la marque. D'abord, il y a ce chouchou zippé. Évidemment, un petit objet pratique, voilà, une petite fantaisie, une petite couleur. Mais en même temps, quelque chose qui va, on le sait, parler beaucoup, principalement aux femmes, du coup, puisque on le sait, il y a une recrudescence, pas une recrudescence, je devrais pas dire ça, parce il y a une recrudescence parce qu'on en parle, mais voilà, de protéger son verre, d'avoir la possibilité de, par exemple, de partir en soirée, de faire un festival, de sortir de façon safe. Sans qu'on puisse mettre quelque chose dans son verre, par exemple, ou parce que quand on danse, et que moi, par exemple, je suis quelqu'un qui va un peu dans tous les sens, donc j'ai tendance à renverser mon verre. Donc ça, c'est vraiment un petit objet qui serait peut-être emblématique et que j'ai appelé la cupote. Ça marche. On remettra de toute façon aussi en format image. Voilà. Et en fait, le cupote, pourquoi c'est plein de jeux de mots. En fait, ma marque, elle a aussi plein de jeux de mots. On le trouve sur mes étiquettes. Souvent, quand je suis en événement et que je présente mes créations, j'ai des petites étiquettes. Et dessus, j'ai des petits slogans. J'ai des petites punchlines un peu, plutôt engagées, un peu féministes, mais qui ont du sens aussi et qui disent quelque chose. Ça marche. Ouais. Et par rapport à ce que tu dis, je pense que l'autre question que j'ai envie de te poser va permettre de faire le lien, parce que finalement, voilà, ces chouchous ont un intérêt utile, bien entendu. La cupote, bien entendu, que c'est très, 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 très utile. Mais qu'est-ce que les gens ne voient pas derrière un produit fini ? Qu'est-ce qu'on ne sait pas, justement, de ce chouchou ? Qu'est-ce qu'on ne sait pas de ce processus-là ? Qu'est-ce qu'on ne voit pas en tant que client chez toi ? Chez tes productions? Tellement de choses. Je pense qu'en fait, un consommateur, une consommatrice voit très peu de choses, en fait. C'est-à-dire il va voir juste l'objet, il va peut-être avoir un comparo, il l'a déjà vu, il va voir le prix probablement, il va voir son utilité, etc. Mais il ne voit pas du tout la recherche, je pense, de matière, la recherche de travail, comment l'idée est née, et tout ce qui va autour, en fait, comment on le met en forme, les heures que ça génère, les échecs aussi qui sont nécessaires, en fait. Il faut pour arriver à réussir des choses, mais voilà, les déceptions, ça marche pas, parce qu'en fait, cet objet-là, il est quand même... il m'a demandé quand même d'être pensé, d'être designé, une question esthétique, mais il y a aussi cette question pratique, et en même temps, moi, comment je peux le faire, comment je peux arriver à le faire en le moins de temps possible, etc. Comment, en fait... je peux rendre efficiente cette production-là. Et donc ça, je pense que les gens, ils le voient absolument pas. Oui. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est en fait de leur dire, de leur expliquer. C'est ça aussi qui est intéressant dans le surcyclage et l'upcycling, c'est-à-dire de leur expliquer ce qu'il y a derrière, quoi. C'est quoi la mode durable, en fait ? C'est quoi, finalement ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce qu'on est en capacité de pouvoir te rencontrer lorsqu'on achète l'une de tes productions ? Oui. Ou c'est uniquement de l'envoi que tu fais ? Non, en fait, j'ai une boutique en ligne, donc une e-boutique, mais je ne l'ai pas encore beaucoup exploitée, mais je fais des événements, oui, on peut me rencontrer, et en fait, je discute. On peut découvrir finalement tout l'envers du décor en discutant avec toi. Exactement, mais on le voit aussi parce que je choisis des matières, des symboles, des objets, et quand j'expose mes créations, je mets ça autour. Donc, je parlais des étiquettes tout à l'heure, mais on va voir mon univers. Mon univers, il parle quand on voit ma table. Tout de suite, les couleurs, les messages, en fait, ça va très vite parler. Et justement, comment est-ce que tu choisis les matériaux ou les pièces qui sont à transformer ou à réutiliser ?
Est-ce que c'est un coup de cœur vis-à-vis de la couleur? Est-ce que c'est parce qu'on on te le donne? Alors, Comment ça marche? il peut y avoir du coup de cœur, évidemment. Il y a souvent du coup de cœur. C'est propre de la créativité, en fait. Il y a du cœur dedans. Donc, et d'ailleurs, ça s'appelle cœur de pomme. J'ai une passion pour les cœurs. Donc, c'est important, mais j'ai quand même, on va dire, un cahier des charges et des exigences. D'abord, je vais aller rechercher des matières que j'aime bien travailler et que je trouve Et tu vas les biodégradables. Par chercher exemple, je vais où? aller chercher sur des matières. Par exemple, concrètement, je vais chercher des matières végétales. Donc, je vais plutôt aller sur des cotons. Ah, à quel endroit? Oh, ça peut être très différent. Donc, ça peut être, par exemple, quand je parlais des t-shirts tout à l'heure, ça va être sur des entreprises qui font de la revente de stock dormant. D'accord. Donc, il y a quelques entreprises en France qui le font aujourd'hui, qui vont aller racheter ces rouleaux dans les maisons de création, maisons de couture, sont haute couture. Donc, c'est vraiment des matières de qualité et ils vont les revendre. Donc, ça peut être de cette façon-là. Ça peut être en ressourcerie, en seconde main. Il m'arrive de trouver des pièces aussi dans la rue. Je trouve quelque chose, je le prends. Ça demande beaucoup de lavage. Il faut mettre ça au congélateur quelques jours pour vraiment travailler la matière, puis la relaver, etc. Donc, il y a un gros travail. Mais ça peut être aussi ça. Et parfois, on me donne. Oui, ça arrive qu'on me donne. Les vides-greniers, j'adore les vides-greniers. Donc, je vais aller en vide-grenier. Donc en fait, tu te limites pas forcément, Non, c'est je me limite pas. tout le champ des possibles. Exactement. Après, pour les t-shirts, je sais que je vais aller sur du stock dormant, donc vraiment des rouleaux de tissu. Et donc ça, je vais pas le trouver dans une ressourcerie ou sur pardon, un vide-grenier. Mais pour mes accessoires, parce qu'il y a une partie vraiment qui va être les t-shirts, donc il y a vraiment un projet différent en tous les cas dans toutes les étapes de production. Et puis il y a les accessoires, qui vont être aussi une autre façon de produire l'objet, pardon. Et donc voilà, tout dépend. Tout dépend. Après, j'ai énormément de matière stockée. J'avoue que j'essaye toujours de travailler ce que j'ai. En fait, j'ai accumulé énormément. Donc j'essaye... En premier lieu, je regarde ce que j'ai. Je regarde ce que j'ai et voilà. Et c'est rare que vraiment j'aille dans un endroit et me dire il faut que je trouve ça, ou il faut que je trouve ça, ou je vais là pour trouver ça. Si, je le redis pour les t-shirts, oui, je veux un coton de cette qualité avec ce grammage, de cette couleur-là. Oui, là, c'est très précis, donc je vais aller faire un tri, j'ai filtré, mais c'est sur Internet. Mais sinon, la plupart du temps, en fait, j'y vais pas forcément avec un but précis, quoi. Ça Je marche. tombe dessus. Et c'est aussi très bien comme ça. On va parler justement de l'histoire derrière une matière, mais voilà, j'en dis pas plus. On va aller sur ce troisième bloc que j'ai appelé impact et message. Et la première justement question, c'est qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent en voyant ton travail? Du point de vue de l'upcycling, on va rester sur ce versant-là, disons. Je voudrais vraiment que les gens y réalisent que ce qui, pour eux, quand ils regardent un objet textile, un vêtement, un accessoire, en fait, quand ils voient quelque chose de pas cher pour eux, ça veut dire que derrière, en fait, c'est extrêmement cher. Je voudrais que les gens ils aient conscience de ça, c'est qu'en fait, c'est pas parce que là, tout de suite, ça coûte 10 euros, mais en fait, plus l'objet il va être pas cher, plus en fait le coût il est énorme. Parce qu'en fait, pour produire quelque chose à 10 euros, ça veut dire que derrière, on va donner 50 centimes à la culture du coton, 50 centimes à quelqu'un qui va le fabriquer, 50 centimes à le respect de l'environnement. En fait, c'est ça concrètement, c'est qu'un prix bas, ça veut dire que derrière, en fait, le coût humain, le coût social, le coût économique, le coût environnemental, il est immense. Et je pense que je fais de l'upcycling quand même pour sensibiliser à ça. Et là, j'en parle de façon très concrète et j'en parle aux gens de cette façon concrète parce que je pense que c'est là qu'ils comprennent. Et je voudrais que les gens, quand ils regardent quelque chose, ils voient ce qu'il y a derrière, au-delà de l'objet. Un objet textile, un vêtement, quand ils voient un t-shirt, je voudrais qu'ils comprennent ce qu'il y a derrière, en fait. Vraiment, je pense que c'est vraiment important de prendre conscience de ça pour changer nos façons de consommer et nos façons de s'habiller et nos façons d'acheter. Parce que, il faut le dire, l'industrie textile, deuxième plus polluante du monde. Je veux dire, c'est une catastrophe pour le vivant. Et donc, en fait, je voudrais que les gens y prennent conscience. Après, ça ne veut pas dire que les gens ils vont changer leurs habitudes. Parce qu'on n'achète pas cher, parce qu'on achète ce qu'on peut aussi. On a les moyens qu'on a. Et il ne faut pas que les gens ils se sentent culpabilisés là-dessus. C'est juste que je veux qu'il y ait quand même une prise de conscience de ça. Et je pense que la prise de conscience, commencer à en parler en tous les cas, commencer à y réfléchir, c'est déjà une première étape vers un changement. Et tu aimerais que les gens, en fait, comprennent tout ça en regardant ton travail? Alors,
Je voudrais qu'ils le comprennent. Oui, je pense que je voudrais qu'ils le comprennent en tous les cas, mais je leur explique. Évidemment, il faut l'expliquer, il faut dire. Déjà, il faut utiliser des mots, il faut utiliser des termes. Quelqu'un, en fait, quand il va regarder un t-shirt, et le t-shirt que j'ai créé et un t-shirt lambda, s'il le regarde juste, il va pas voir la différence. Déjà, il n'est pas du tout conscient de ce qu'il y a derrière. Il voit l'objet en face de lui, en fait. Il n'est pas du tout conscient. Donc déjà, s'il ne touche pas la matière, déjà, il ne peut pas savoir. Donc juste regarder, ça ne suffit pas. Il y a aussi ça, il faut explorer aussi la matière, le textile en tous les cas. D'accord, donc pour essayer de comprendre, comment est-ce qu'on fait pour être dans cette intention de toucher ton produit si on achète sur ton e-shop? On peut pas vraiment, après sur mon e-shop, il y a des messages, je parle de certaines choses, mais on peut pas vraiment le faire sur un e-shop. C'est pour ça que c'est important, je pense, d'aller sur des événements et de rencontrer les gens. On va continuer avec la deuxième question. Selon toi, qu'est-ce qui fait la force d'un profil atypique dans un univers créatif? C'est dans le mot créatif déjà, je pense. Je pense que pour créer, il faut vraiment avoir une forme d'éparpillement, en fait. C'est pas tant l'éparpillement, mais je sais pas. C'est difficile à décrire, mais déjà, un processus créatif, ça demande du temps. Il faut s'y lancer pleinement. Donc, un profil atypique va être capable de créer pendant 4-5 heures sans boire, sans manger, vraiment être totalement dans cette phase créative. Et donc, je pense que... Je dis pas que c'est bien, parce que je pense qu'il faut savoir faire des pauses, mais je pense qu'il y a ça, c'est-à-dire de se lancer vraiment dans un processus créatif et d'y plonger totalement, c'est-à-dire de plus voir ce qui se passe autour, d'être vraiment plongé dedans. C'est ce qui fait la force finalement du profil atypique, la capacité à pouvoir se... Ouais, vraiment. Après, on parle de profil atypique, mais ça dépend en fait. Il y a plein de profils atypiques. Il y a des gens qui vont être énormément déconcentrés par le moindre stimuli. Donc, c'est très compliqué pour eux d'être dans 5 heures de création ou 6 heures de création. Et pour autant, ils sont très créatifs. Donc on ne peut pas généraliser. Et là, je ne veux pas généraliser. Mais je pense qu'il y a quand même ça. C'est vraiment se mettre du cœur et se lancer vraiment... dedans et puis oui et puis sortir du chemin, sortir de la route. Faut être en capacité d'explorer les choses, en fait, de pas toujours être dans le cadre, en fait, de sortir du cadre et de s'autoriser aussi à le faire. Et souvent, en fait, je pense que les personnes atypiques, elles n'ont même pas besoin de s'autoriser à le faire, elles sont comme ça, en fait. Alors qu'il y a peut-être des personnes qui ont besoin de s'autoriser à se dire, ok, je vais créer quelque chose. On le voit, moi j'ai fait beaucoup d'ateliers avec les gens, je fais notamment beaucoup d'ateliers avec les enfants. Avec les enfants, c'est un peu différent parce que l'imagination est encore totale, on perd ça en grandissant. Mais j'ai eu beaucoup l'occasion de travailler en atelier, de faire créer les personnes et on voit les profils différents, la façon dont ils abordent les choses, les gens qui vont rentrer pleinement et puis des gens qui vont avoir du mal. On dit, coupe-moi un carré. Ah oui, mais il faut que je coupe sur quelle ligne, comment, quelle taille de carré. Il y en a, en fait, ils ne se posent pas la question. Ils coupent leur carré qui sera peut-être un losange. Mais ils y vont. Donc, en fait, il y a plein de profils. Et donc, je pense que pour quelqu'un à qui je dis, coupe un carré, mais il y va, il coupe, c'est peut-être plus facile de rentrer dans le processus créatif. Ça va peut-être plus vite, ça déroule mieux que, par exemple, quelqu'un qui va être là. Ah oui, mais alors, un carré, elle m'a dit un carré. Donc, qu'est-ce que c'est un carré? Ok, c'est 4 côtés, ça mesure tant et tant. Après, oui, suranalyser ce qu'on est en train de produire. Et être peut-être... plus terre à terre, et on le voit aussi, par exemple, je montre un modèle, et il y a des gens qui vont partir du modèle, et ils vont aller dans autre chose. Les gens, ils vont reproduire le modèle, dans la couleur, dans la forme, et c'est très bien, et c'est une forme de création, mais voilà, on voit quand même les profils. Je pense que les profils atypiques, ils vont plus facilement rentrer. Mais après, ceux qui ne sont pas en profil atypique, c'est intéressant, parce qu'il faut les aider à rentrer dedans, et c'est possible aussi. Faut leur donner peut-être un peu les clés et l'espace pour le faire, et après, ils se lâchent. Et justement, pour faire la continuité à ce que tu viens nous partager, je pense que cette question, tu auras de la matière à nous... en tout cas, voilà, ça peut être conseil, ça peut être réflexion, ça peut être point de vue, hein, tu le vois ça comme tu veux, mais si tu pouvais donner un conseil, et plus, à quelqu'un qui hésite de se lancer pleinement dans sa passion ou de changer de trajectoire, qu'est-ce que tu viendrais à lui dire? Oh là, je pense qu'il faut essayer. En fait, moi, je lui dirais, en fait, si tu n'essayes pas, tu peux pas savoir, en fait. Et moi, je me suis beaucoup empêchée d'essayer, mais ça, c'est lié à mon profil. Beaucoup de procrastination, beaucoup de peur, et je me lançais pas, en fait, parce que j'ai une idée, je recherche de perfection. Il y a une expression qui dit, vaut mieux
il vaut mieux fait que parfait. Et c'est vraiment ça. En fait, si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. On n'a qu'une vie. Elle est courte, on est assez éphémère, hein, franchement, sur cette terre, comparé à plein d'autres créatures vivantes, on va dire. Et donc, en fait, il faut essayer. C'est pas grave, si ça marche, c'est très bien. Si ça marche pas, c'est pas grave. Et on fera autre chose. En fait, il faut essayer. Pour savoir, il faut essayer. Si on n'essaye pas, il n'y a rien qui va se passer. Et moi, je pense que je me suis empêchée vraiment de faire ça. Donc, je dis vraiment, si vous avez envie, si vous avez envie d'essayer, peut-être, vous avez cette envie d'avoir un projet professionnel, en fait, essayez. Et c'est pas grave. Mais comment est-ce qu'on fait? C'est quoi la première étape selon toi? Alors, je pense que ça nécessite du travail. C'est-à-dire? Il faut travailler sur soi, je pense. Il faut travailler sur soi pour faire sauter les barrières. En fait, les plus grandes barrières qu'on se met, c'est pas les autres, c'est nous. J'en suis convaincue, mais ça, il faut vraiment en avoir conscience, je pense. En fait, c'est nous. Notre plus grand frein, notre plus grande barrière, en fait, c'est nous. C'est les autres. Mais en fait, quoi que disent les autres, c'est la capacité qu'on a à les écouter et à donner de l'importance à ce que disent les autres. Et si les gens disent... Et je pense que les gens qui se lancent dans des projets comme les miens, on l'a entendu 100 fois. Ça gagne pas, c'est compliqué, est-ce que tu es faite pour ça, comment tu vas faire, des choses très concrètes en fait, vraiment, mais tu vas abandonner ton métier pour ça, ou enfin voilà, des choses extrêmement négatives ou en tous les cas qui vont à l'encontre de ce projet-là, et on va beaucoup l'entendre. Après, nous, notre barrière en fait, quand on fait ça, c'est déjà peut-être s'entourer des gens qui disent différemment, dire aux gens, arrête de me dire ça en fait. Là, ça m'aide pas, en fait, ce que j'ai besoin, que tu me dises, je sais, tout ce que tu dis là, je le pense 1000 fois dans ma tête, en fait. Je sais, je pèse le pour et le contre dans ma tête, il y a cette liste, le positif, le négatif, on l'a tous quand on crée un projet comme ça. Mais là, ce que j'ai besoin d'entendre, c'est pas ça, en fait. Ou bien, si se dire, non, mais ok, cette personne-là, en fait, elle va pas m'accompagner sur ce projet, c'est pas grave. Mais ce projet-là, je vais pas le faire avec cette personne-là. Cette personne-là sera pour autre chose, mais voilà. Ne pas l'écouter. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Et c'est là où je me dis que ça demande un travail, c'est-à-dire de faire sauter ces barrières-là. Donc avant même de pouvoir essayer concrètement dans la matière, c'est de ramener, selon toi, d'abord à soi, travailler sur soi avant de se lancer? Moi, en tous les cas, je le vois comme ça. Et ma trajectoire et les trajectoires que je vois autour de moi, ce que j'écoute, en fait, il faut beaucoup observer, écouter les autres aussi quand on a ce genre de projet. Ça serait un autre conseil aussi. Déjà parce qu'on se sent moins seul et qu'on se rend compte en fait que les autres, il se passe aussi beaucoup de choses dans leur tête qui sont similaires à ce qui se passe dans notre tête. Et ouais, c'est vraiment important. Bien Travailler, ouais, bien s'entourer et bien travailler. Et voilà. Et après, on est seul, on prend les décisions seul dans ce genre de projet. Donc voilà, c'est là où je dis que c'est bien quand même de s'entourer. Il faut aussi écouter les autres. Je ne dis pas qu'il ne faut s'écouter que soi-même. Il faut de la mesure dans ce que je dis, mais voilà, il faut vraiment, je pense, travailler sur soi, c'est vraiment très important. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de nous partager. On va tranquillement mais sûrement arriver vers la fin de cette interview avec le 4e bloc, donc qui est dédié à la Fashion Week. Donc cette interview sortira justement au moment de la Fashion Week. Selon toi, quelle place devrait prendre l'upcycling dans des événements comme la Fashion Week? Selon moi, Absolument. toute la place. En tous les cas, une place très importante pour amener ce questionnement. On ne peut pas tout changer d'un coup, on ne peut pas faire évoluer les choses sans commencer par petites touches à en parler en fait. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est important, c'est changer le regard. Il faut commencer à en parler. Donc je pense que ça devrait prendre énormément de place. Je pense qu'on pourrait même exiger, moi je suis aussi sur les choses très incitatives et il y a plein de façons d'inciter à faire autrement ou en tous les cas à se poser les questions, à commencer à aller vers quelque chose, en tous les cas une mode durable. De la mode durable, c'est de ça dont on parle finalement. L'upcycling, il y a d'autres choses, il n'y a pas que l'upcycling. On pourrait imaginer qu'on ne peut pas faire une collection sans avoir, je sais pas moi, un minimum. Et là, on parle de façon très concrète de levier, là vraiment très politique. Et puis ça passe par ça aussi, il faut le dire. Ça passe par ça. J'adore le travail par exemple de Julia Faure. Voilà, qui travaille vraiment là-dessus, c'est-à-dire concrètement comment on fait évoluer la réglementation, comment on fait évoluer les lois
pour que ça change, parce que ce sont des vrais leviers. Il ne faut pas l'oublier. Il y a le travail de toutes ces personnes-là qui créent, mais il y a aussi ces leviers-là qu'il faut actionner. Donc oui, par exemple, une mesure très concrète, ce serait on ne peut pas faire une collection ou produire une collection, présenter une collection sans un minimum de pièces, un pourcentage de pièces qui serait garanti sur un cahier des charges. Ça, concrètement, voilà. Après, je le dis là très rapidement, c'est peut-être pas faisable, c'est à réfléchir. Hein. Je veux dire, les gens, ils réfléchissent beaucoup à ces questions-là. Je parle de Julia Fort, mais c'est des années de recherche. Donc voilà. Mais et puis il n'y a pas qu'elle, elle est entourée de plein de gens. Mais oui, concrètement, je pense que ça pourrait être ça. C'est-à-dire une forme que les gens voient souvent comme une obligation. Mais je pense qu'il y a une nécessité à un moment d'impulser, en fait, les choses. Et justement, tu parles de plusieurs protagonistes voilà, qui viendraient à mettre en avant et à aider l'upcycling à être beaucoup plus présent. Si on ramène cet événement à toi, qu'est-ce que ça représente pour toi de faire partie de ces événements comme la Fashion Week avec Upcycling Connection? Ça représente énormément d'abord parce que je vais travailler avec toutes ces créatrices qui font un super travail, que j'admire. Donc ça représente ça avant tout, mais c'est pas la question. Je pense que je vais redire un peu ce que j'ai dit, mais c'est très important pour moi d'en parler, en fait. Et donc, en assistant à ces événements-là, j'ai l'impression que je participe à ça. C'est-à-dire que c'est une petite pierre à l'édifice, mais c'est utile. Et donc, participer à ce genre d'événement comme la Fashion Week, c'est vraiment ça, quoi. C'est ensemble pouvoir en parler. Et montrer aussi, évidemment, que ça peut être beau, que ça peut être créatif, que ça peut être de qualité, que en fait, ce que recherchent les gens, on peut le trouver aussi dans l'upcycling. Parce qu'il y a aussi l'envie. Il y a ce qu'on propose, mais il y a ce que les gens ont envie aussi. Et c'est ce qu'on appelle l'offre et la demande. J'aime pas trop le terme, mais il y a ça aussi. Et donc, c'est quand même intéressant d'aller aussi, de voir ce que les gens ont envie. Parce qu'on peut pas forcer les gens à acheter une pièce ou aller à un défilé à la Fashion Week s'il n'en a pas envie, si c'est pas ce qu'il recherche, si c'est pas sa demande. Donc, il y a ça aussi, il y a cette rencontre-là dans ces événements en fait, l'envie des gens, ce qu'ils nous demandent, et puis nous, nos envies, ce qu'on propose, et voilà, il faut aussi peut-être trouver une forme d'alchimie un peu entre ça. Et donc ces événements-là, ils le permettent, clairement. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est aussi un événement, je pense, pour toi qui est idéal pour être à la rencontre de ton public. Oui, évidemment, de rencontrer les gens, c'est exactement ça. En fait, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous portez. Et puis aussi observer, moi j'observe énormément, je le faisais déjà beaucoup, c'est dans mon profil encore une fois, on revient au profil atypique, mais j'observe énormément, j'écoute énormément, et visuellement. On parlait d'odeur tout à l'heure, on parlait d'écoute, et tous les sens, mais l'observation. Et depuis que j'ai créé Cœur de Pomme, cette marque, cette entreprise, clairement, j'observe énormément les gens. Alors, je fais attention parce que je veux pas mettre mal à l'aise les gens toujours, mais j'observe énormément ce qu'ils portent, comment ils le portent, la couleur, la forme, comment la matière elle bouge, parce qu'on peut pas toucher les gens. Oh, il est fabuleux ce pantalon, mais voir c'est quoi, c'est un mélange de coton, est-ce qu'il y a du polyamide mais on peut voir aussi la façon dont la matière elle bouge. Mais ça vient avec la connaissance aussi des matières, on peut voir. Donc c'est ça qui est super aussi, de pouvoir observer les gens. Les gens qui viennent souvent, ils portent sur eux des choses super et qui sont aussi une inspiration. C'est-à-dire qu'ils vont venir, peut-être ça va les inspirer, ils vont avoir vu ces pièces-là, mais moi je veux aussi m'inspirer des autres créatrices, comme je le disais, mais je vais peut-être aussi m'inspirer de ce que je vois, en fait. Et je me dis, ah ok, je devrais proposer ça parce que je vois que les gens, ils portent ça, c'est sympa, et je pourrais trouver un juste milieu entre sa pièce et moi, ce que je sais faire et ce que j'aime, et peut-être proposer quelque chose qui serait cette fameuse alchimie, en fait. Donc voilà, il y a tout ça qui se passe dans ces événements-là. Mais écoutez, on vous attend nombreux. Vous retrouvez d'ailleurs toutes les informations par rapport à la Fashion Week en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à venir sur Montpellier pour découvrir le travail de Cœur de Pomme. On arrive vers la fin de cette interview. On va passer aux questions flash.
Donc j'ai devant moi une trentaine de questions, évidemment je ne vais pas toutes te les poser. Je vais en prendre 5. C'était la moyenne jusqu'à présent. Je vais les piquer au hasard. Et l'idée, c'est que tu répondes le plus rapidement possible, Voilà, après, tu as besoin de réfléchir, évidemment, réfléchis-y. Mais voilà, ce qui te vient spontanément et ce qui te traverse, généralement, c'est la bonne réponse. On va commencer par la première. Parfait. Est-ce que tu commences plutôt par une idée ou par un objet? Au moment de tes créations, un objet. Ça marche. Est-ce que tu pourrais nous dire le mot qui te définit le mieux en ce moment? Non, j'en suis incapable. C'est encore trop le bazar dans ma vie, dans ma tête. Alors ça peut être bazar finalement. Le mot en ce moment, ça peut être bazar. Ah, il y a un mot que j'aime beaucoup en ce moment. C'est reine. Reine. Ouais. Ok, ça marche. Pour Queen, on est d'accord en anglais. Oui, Queen. Oui. Et on en parlait au début, en fait, sur cette chanson. Et l'idée de... Ce que j'aime dans cette musique-là, c'est... Donc en espagnol, c'est Reina sin coronas. C'est les reines sans couronne. J'aime bien. L'idée qu'on est un peu toutes des reines, quoi. Mais qu'on porte pas de couronne et que ça ne se voit pas. Mais j'aime bien cette idée-là. Et j'ai tendance à beaucoup dire ma reine, t'es une reine. En ce moment, j'utilise beaucoup ce terme. Ça a du sens pour moi. Les mots ont beaucoup de sens pour moi, énormément. Ça, je veux bien te croire, c'est pareil de mon côté. Une création que tu as réalisée qui t'a fait dire plus jamais ça. J'en ai plein. Des choses qui m'ont demandé des heures et qui n'ont rien donné, un échec total. Tu as une pièce en tête? Non, là j'ai pas. Non, j'ai pas. Si, peut-être une petite pochette dernièrement que j'ai fait. Non, c'était un échec total. Le biais était de travers, le tissu se déchirait. C'était vraiment... J'y ai passé beaucoup, beaucoup de temps. Et c'était à jeter, vraiment. Là, c'est vraiment dur de faire de l'upcycling avec ce que j'avais sorti. J'avais envie de tout jeter. Mais ça ne veut pas dire que ce soit absolument la pochette, là. Le problème, c'est la manière dont tu l'as créé. Non, c'est la confection. Ah oui, en fait, moi, ma problématique, oui, voilà. S'il faudrait trouver un objet, c'est dans la confection, quoi. C'est quand je loupe la confection. C'est ce qui arrive et en même temps, c'est ce qui permet aussi de grandir. Alors, autre question. Je réfléchis. La pièce dont tu es le plus attachée et pourquoi? Le t-shirt que j'ai fait créer. Ouais. C'est un t-shirt, le dessin, c'est moi qui l'ai fait. Le slogan, je l'ai mûri. J'ai travaillé avec une graphiste pour ça. J'ai fait faire une sérigraphie avec un artisan de Montpellier, donc il y a aussi cette relation humaine. J'ai fait une recherche de matière très approfondie pour trouver vraiment la matière et je suis très contente de la matière que j'ai trouvée. Et c'est quoi ton slogan sur ce t-shirt? Une femme forte en soulève des milliers d'autres. Et ensuite, évidemment, la forme, en fait, j'ai conçu le t-shirt, c'est-à-dire que je suis partie... de rien en fait, c'est-à-dire que j'ai pensé le t-shirt pour qu'il soit agréable à porter, pour qu'il soit vraiment facile dans le mouvement, pas près du corps, taillé juste comme il faut. Et donc j'ai fait une quinzaine de modèles avant de trouver le modèle vraiment qui me plaisait. Et après j'ai fait beaucoup d'essayages puisque j'ai dû évidemment, une fois qu'on a créé à peu près le modèle, souvent c'est sur soi, sur sa taille. Après, on le décline dans les différentes tailles. Il faut que... Et c'est pas aussi simple que de rajouter 1 centimètre pour chaque nouvelle taille. Oh, je vais mettre 1 centimètre de plus de large. Non. En fait, il faut vraiment penser les morphologies. Il faut les faire essayer. Donc là, je remercie toutes les potes qui sont venues chez moi pour faire ces essayages. C'est un travail énorme. Donc je pense que c'est ce t-shirt-là, c'est celui dont je suis le plus fière. Ça marche. Je remettrai des images à l'écran et si vous êtes sur les plateformes d'écoute, on vous invite évidemment j'ai très beaux visuels. J'ai pareil des Parfait. copines qui l'ont porté. J'ai fait un shooting photo où elles le portent divinement bien. Et elle l'incarne aussi. Donc, ouais. Et la dernière question que j'aimerais te poser, je réfléchis. Allez, on va terminer sur celle-là parce que je pense qu'elle peut être rigolote. 3 objets et 3 animaux qui te correspondent très bien, qui te représentent très bien. Oh, 3 animaux. Le colibri probablement. Okay. La panthère. Panthère noire. Ah, j'aime bien la tacheter aussi, mais les deux, la panthère, qu'importe sa couleur. Le 3e, je ne saurais pas. Peut-être aussi un félin, j'adore une tigresse à dents de sabre, peut-être. J'adore, c'est fascinant. Donc, peut-être que ce serait ça. Ouais, les félins, les félines,
clairement. J'adore le symbole. Et les 3 objets, oh là là, non, je sais pas. Si, un sac. Un sac, ça permet de porter les choses. Et moi, ça me permet aussi de faire des sacs. Et comme je dis, porter ses idées sur son sac. Donc, l'idée du sac, je pense que c'est un objet qui... Ouais, énormément. Probablement un peu les gris-gris que j'ai. Oui. Montre-nous. J'ai un petit bout de bois. Ok, on va le montrer J'ai un petit bout de bois. à la caméra. J'ai un caillou. Je pense que ça, c'est vraiment des objets. J'ai un petit bois, un petit caillou et un petit papier avec un cœur, bien sûr, dessus. Ouais, je pense le bois, la pierre et le papier, ça, c'est vraiment... Ouais. Et celui-là aussi, je te laisse montrer parce que tu sauras mieux. Si vous êtes le patient d'écoute, Ouais, eh bien, ça, c'est vous un petit message d'une loupez... amie que j'ai eu pour mon anniversaire. Et donc, voilà. Ouais, ça... Ouais. Ouais, le bois et le caillou. Après, voilà, moi, j'ai une vraie fascination pour le vivant et ce qu'on appelle la nature, mais ce tout dont on fait partie en tous les cas. Et c'est les éléments-là, oui. Clairement. Écoute, merci Marion de nous avoir permis de répondre à ces belles questions. Je vais te laisser l'opportunité de parler de toi, où est-ce qu'on peut te retrouver, les liens de tes réseaux sociaux pour qu'on puisse découvrir ton travail. Donc, c'est simple en fait. La marque, c'est Cœur de Pomme. Et donc, j'ai un site internet, une e-boutique qui s'appelle coeurdepomme.fr. Et sur Instagram ou Facebook, on me retrouve au coeurdepomme.creative. Voilà, j'ai ajouté ce petit mot-là. Voilà, après, on peut me retrouver dans plein d'événements, notamment avec le collectif UPCO, donc Upcycling Connection à Montpellier principalement. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est qu'on vienne à ma rencontre, en fait. Déjà, allez voir peut-être mon travail, ouais, et puis on en parle après. Complètement. Et donc, toutes les informations pour retrouver Cœur de Pomme à la Fashion Week, évidemment, seront en barre d'infos. N'hésitez pas. Encore merci, Marion. Merci. Et je te dis à très vite. Oui, merci. Merci d'avoir partagé avec nous ce beau moment. Si cette rencontre vous a plu, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle créatrice et un nouvel univers. Cette série spéciale estivale est l'occasion de célébrer ensemble la première année du SOAS Podcast, tout en mettant en lumière des parcours inspirants et des talents à découvrir. Et n'oubliez pas, toutes ces rencontres nous rapprochent de la UPCO Fashion Week qui aura lieu très prochainement à Montpellier d'ici la fin de l'été. Évidemment, toutes les informations se trouvent en barre d'infos. Avant de nous quitter, n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, d'activer les notifications, également de vous abonner si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes en revanche sur les plateformes d'écoute, à laisser au podcast une évaluation 5 étoiles, ça aide énormément mon travail. N'hésitez pas à commenter, je suis toujours autant ravie de vous lire et d'avoir vos retours par rapport aux épisodes et aux interviews que je propose. D'ici là, prenez soin de vous, restez curieux et à très bientôt pour un nouvel épisode du SOAS Podcast. Et coupé. Bravo. Ça va, je suis bavarde. Non, Non, ça va. Mais non, c'est le but. Donc, il n'y a aucun Non, mais problème. après, quand je suis lancée sur une idée, en fait...